Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur All That Jazz, le premier podcast français consacré à la comédie musicale. On est toujours Fanny et Anna, et aujourd'hui on vous offre un épisode consacré à l'actualité, puisqu'il y a pas mal d'actualités en comédie musicale depuis la rentrée, et notamment sur les plateformes. Sur Apple TV, on a la captation de Come From Away, sur Netflix, la captation de Diana, absolument improbable. On attend aussi le film Tic Tic Boom réalisé par Lin-Manuel Miranda mi-novembre. Sur Amazon Prime, on a Cinderella, et donc on a le film dont on vous parle aujourd'hui, qui est sorti le 17 septembre, et qui est adapté de la comédie musicale du même nom. Et donc il s'agit d'Everybody's Talking About Jamie, une comédie musicale britannique de Don Gillespie pour la musique et Tom McRae pour le livret et les paroles. Une comédie musicale qui est inspirée d'un documentaire britannique intitulé Drag Queen at 16 de Jenny Popplewell. Et donc le pitch, c'est l'histoire de Jamie, un adolescent gay de 16 ans qui vit avec sa mère et qui rêve de devenir drag queen. Donc il a le soutien de sa mère et de sa meilleure amie, mais il va devoir au fil de l'histoire se faire accepter de ses camarades de classe et de la direction de son lycée. J'en dis pas plus parce que faut que vous découvriez le film. Donc à l'origine, avant d'être un film, c'était comme souvent une comédie musicale sur scène. Donc la production de cette comédie musicale a commencé à Sheffield en février 2017. Donc c'est la ville d'ailleurs où se déroule l'intrigue de la comédie musicale. Et donc après avoir ouvert à Sheffield, le spectacle a été assez rapidement transféré dans le West End puisque dès novembre 2017, on a un transfert à Londres avec une production qui emporte la majorité du cast original. C'était une comédie musicale qui se jouait depuis donc novembre 2017 à l'Apollo Theatre et dont les représentations bien évidemment étaient stoppées par la pandémie de Covid. Les représentations ont repris pour quelques jours en décembre 2020 avant de rouvrir en mai 2021 jusqu'à fin septembre 2021 et apparemment il reviendra encore en 2022. J'avoue ne pas avoir tout compris aux ouvertures et fermetures du spectacle, mais voilà, c'est un spectacle qui se jouait encore très récemment à Londres. C'est un spectacle qui a plutôt été bien reçu par la critique et le public. On a notamment Anne Trenenman de The Times qui s'est montrée particulièrement enthousiaste quant au spectacle et qui met en parallèle, j'ai trouvé ça assez intéressant, l'impact que Jamie a eu avec le succès de Dear Evan Hansen aux États-Unis, puisqu'en fait au moment où Jamie a ouvert à Londres, c'était le moment où Dear Evan Hansen raflait tous les Tony Awards à New York et voilà, moi aussi j'ai trouvé quelques points de similitude entre les deux œuvres. C'est un spectacle, donc Jamie, qui a été nominé pour 5 Laurence Olivier Awards en 2018. Meilleure nouvelle comédie musicale, meilleur acteur dans une comédie musicale pour le rôle principal, meilleure actrice dans une comédie musicale pour le personnage de Margaret, meilleure chorégraphie et meilleure musique, mais il n'a remporté aucune de ces récompenses. Alors, chose étonnante, il existe une captation de Everybody's Talking About Jamie qui a été diffusée en salle en France, dans, en l'occurrence, des cinémas CGR début 2019. Alors, je trouve ça assez étonnant, vu la très petite notoriété de cette œuvre en France. C'est assez rare, de manière générale, que des captations de comédie musicale soient exploitées au cinéma. On a, par contre, l'exemple de Kinky Boots, dont j'avais vu la captation en salle, qui avait été sortie par Pathé. Donc, je sais pas, il y a peut-être un créneau niche autour de la thématique du drag. Et il y a aussi les chaussures rouges qui ressemblent vachement à celles de Kinky Boots. Je pense que c'est pas totalement stupide ce que tu dis. J'adore cette phrase. Ouais. Non, mais par rapport au drag, je pense qu'il y a vraiment un phénomène de popularisation de la culture drag en ce moment, et notamment grâce à certaines émissions télé. Je pense évidemment à RuPaul. Et il n'est pas improbable que pour le choix des quelques comédies musicales qui sont diffusées sur les écrans, cet argument du drag comme thématique un petit peu en vogue en ce moment ait pu peser dans les décisions de CGR de se lancer effectivement sur une comédie musicale relativement inconnue, quoi. Ouais, effectivement. C'est un spectacle qui s'est pas mal exporté, d'ailleurs notamment en Asie, avec une production à Séoul dès 2020 et au Japon, dans quelques grandes villes, à Tokyo, Oshi et Osaka en 2021.
Et il y a d'autres versions qui sont prévues pour 2022, notamment à Los Angeles, en Australie et en Italie. Et alors j'ai vu qu'il a été présenté récemment en français, fin septembre, par les élèves du cours Florent Comédie Musicale. J'ai lu un compte-rendu sur Musical Avenue, c'est comme ça que j'en ai entendu parler. Alors, on va vous dire à présent notre avis sur cette adaptation cinématographique qui vient d'être mise en ligne sur Amazon. Donc, il s'agit d'un film britannique réalisé par Jonathan Butterell. Alors oui, Jonathan Buttrell, c'est en fait le metteur en scène de la pièce originelle de Jamie, dont c'est le premier long métrage, et le scénario a été assuré par le librettiste original, donc Tom McRae, donc on retrouve vraiment l'équipe créative de la pièce. Il s'agit d'une production Fox qui était à l'origine prévue pour sortir en salle, distribuée par Disney, puisque Disney a racheté Fox depuis. Mais bien évidemment, à cause du Covid, la sortie a été plusieurs fois repoussée, au point que Disney a finalement choisi de renoncer à le distribuer pour le vendre finalement à Amazon Prime pour une diffusion donc dans plus de 240 pays. Ce qui m'a étonnée d'ailleurs, c'est qu'il ne l'ait pas mis sur leur plateforme. J'imagine que c'était du coup plus lucratif de le vendre à Amazon, qui a sans doute besoin aussi de contenu un peu Ah oui, c'est attractif. vrai. Mais quand est-ce qu'ils l'ont vendu? Parce que peut-être que Disney Plus n'existe que depuis début 2020, j'ai un doute. Oui, Ouais. c'était pendant le premier confinement, donc c'était printemps 2020 qu'ils l'ont lancé. Tu vois, est-ce qu'ils avaient déjà Disney Plus au Mm. moment où ils ont vendu? Ah non, en mai 2021, ils l'ont vendu à Amazon. C'est étonnant, ouais. Il doit y avoir une raison financière qui nous échappe. Ouais, c'est probable. Peut-être que ça ne fait pas partie de la ligne éditoriale de Disney+, je ne sais pas. Peut-être, mais bon, c'est quand même pour les ados. Oui, ouais, c'est très teen, donc il n'y a pas de raison. Alors, on va vous dire quelques mots du cast de cette adaptation cinématographique. Donc, le rôle titre de Jamie est joué par Max Harwood, dont c'est le premier rôle. Ouais, je le trouve assez convaincant d'ailleurs. Mhm. Alors, le film n'a pas repris du coup le créateur du rôle, John McCrea, puisqu'il faisait trop âgé. Du coup, ça m'a fait penser au film d'Evan Evan Hansen, là, qui est sorti récemment aux États-Unis, où, en l'occurrence, les créateurs se sont pas spécialement posé la question hein, pour réembaucher Ben Platt pour jouer un lycéen alors qu'il a déjà 27 ans. D'ailleurs, c'est un aspect du film qui est vachement critiqué, là. Le film a reçu une sorte de backlash depuis sa sortie, et notamment pour cette raison-là. Moi, je l'ai quand même trouvé assez âgé, finalement. Quand même un peu trop âgé pour le rôle, parce qu'il est censé avoir 16 ans. Ouais, je crois qu'il en a 20 ou 21. Ouais, c'est ça, on voit quand même qu'il en fait plus, quoi. Mm. Le rôle de Margaret New, donc la mère de Jamie, est joué par Sarah ça doit être Lancashire, parce que tu prononces pas qu'il y a 3 syllabes, non, je sais plus. Bon, Sarah Lancashire, je sais pas comment on prononce. Mais j'ai trouvé cette artiste assez touchante, assez convaincante dans ce rôle particulièrement ingrat, sur lequel je vais revenir tout à l'heure, mais je le trouvais assez juste. Mm. Et le rôle de Priti Pasha, la meilleure amie de Jamie, est joué par la jeune Lauren Patel. Ensuite, on a le rôle de Hugo slash Loco Chanel, donc c'est un peu le mentor de Jamie, qui est donc une ancienne drag queen et qui va lui expliquer qu'est-ce que c'est le drag, etc. Il est interprété par Richard E. Grant, dont le visage m'était un peu familier. J'ai regardé, effectivement, il a fait quelques seconds rôles, enfin même beaucoup de seconds rôles dans le cinéma américain depuis un certain nombre d'années. Dans le rôle de Ray, qui est la meilleure amie de la mère de Jamie, on a Shobna Gulati, qui avait joué le rôle sur le West End et aussi en tournée au Royaume-Uni, et d'ailleurs c'est elle qu'on voit dans la captation. Et enfin, dans le rôle de Madame Edge, la prof particulièrement antipathique de Jamie, on a Sharon Horgan. Alors, en quelques mots, mon jugement totalement arbitraire sur le film. J'ai trouvé ça personnellement plutôt sympa. J'étais assez agréablement surprise. Je m'attendais pas à grand-chose. Bon, voilà. Les chansons étaient plutôt entraînantes. La mise en scène plutôt pas mal, je trouve, en ce qui concerne Mm. le film. Mais alors, franchement, je trouve qu'au niveau du scénario, ça ne tient absolument pas la route. Alors moi je connaissais pas, j'imagine comme toi, pas trop l'œuvre.
À part que j'avais entendu quelques reprises en français faites par nos amis de Broadway French. Ils ont fait 3 vidéos autour de chansons de Jamie traduites en français. Du coup, j'ai découvert ça avec le film. J'ai trouvé assez sympa, c'est mignon, plutôt dynamique, on s'ennuie pas, hein, et il y a quelques numéros, comme tu dis, qui sont assez chouettes. Je trouve l'histoire, en effet, comme tu le dis, un peu basique, mais je suis peut-être un peu moins sévère que toi. Je trouve que ça fonctionne à peu près. C'est quand même très adressé aux ados. Ça m'a pas mal fait penser à The Prom. Voilà, on a les thématiques typiques de teen movie, donc le côté tu peux réaliser tes rêves, et puis tout la thématique de comment être soi-même au sein de son lycée, au sein de sa famille, etc. Et puis on a littéralement le même argument que dans The Prom, hein. Mm. L'idée que la prom, elle doit être pour tout le monde et du coup ne doit souffrir d'accepter aucun, entre guillemets, particularisme en fait, parce que c'est vraiment ça. Enfin, je sais pas si on en reparlera tout à l'heure, mais moi je trouve ça absurde l'argument de la prof au moment où elle dit à Jamie que ça va gâcher la prom de son bully qui viennent habillés comme il l'entend. Enfin, je sais pas, je trouve ça totalement absurde. Ah oui, ça n'a aucun sens, je suis d'accord. Alors, on va vous dire quelques mots des divers numéros, enfin ceux qui nous ont le plus marqué. Ce que j'ai trouvé assez agréable, c'est qu'on en voit plusieurs qui tirent vraiment bien parti du médium cinématographique. Donc, on a un vrai effort de faire autre chose que du théâtre filmé. Ouais, complètement. Alors ça se manifeste dès le premier grand numéro du film qui est And You Don't Even Know It. C'est un peu la I Want Song de Jamie qui va affirmer sa personnalité un peu sur le même mode que I'm the greatest star dans Funny Girl, c'est-à-dire je vais y arriver, je suis une star, regardez-moi, etc. Donc effectivement ça va commencer dans la salle de classe, mais après on change de décor, on se retrouve dans un défilé de mode, donc effectivement on tire parti du fait que on peut changer de décor hyper facilement au cinéma contrairement au théâtre. Mm. C'est un peu la chanson la plus connue, non? Parce que j'avais vraiment Ouais. l'impression de l'avoir beaucoup entendue déjà, celle-là, contrairement aux autres. Oui, c'est un peu le tube, ouais. Lorsqu'on voit les captations de la pièce originelle, moi j'ai eu le temps de regarder que ce numéro, justement. Autant la pièce filmée m'a semblé assez plate parce que bah, on restait, comme tu le disais, uniquement dans le décor de la salle de classe et comme on a un décor relativement minimaliste, je trouvais qu'on avait du mal justement à se visualiser finalement toutes les aspirations de Jamie. Je trouvais qu'on restait vraiment dans ce côté, en plus, on a une espèce de décor un peu monochrome qui reste dans les bleus, ils sont tous habillés en bleu, enfin, il y a quelque chose de beaucoup plus jouissif et qui symbolise beaucoup plus cette aspiration de Jamie à aller vers l'ailleurs, lorsque on peut, bah, comme tu dis, hein, changer de décor et le propulser dans un autre univers, plutôt que rester uniquement dans l'univers un peu en 2 dimensions du théâtre. Hmm. L'autre numéro qui m'a bien plu, et un petit peu pour les mêmes raisons d'ailleurs, c'est le numéro This Was Me. Ce numéro, c'est un flashback en fait dans l'Angleterre des années 80 et 90. C'est au moment en fait où justement Hugo enseigne un petit peu à Jamie tout ce qu'était la culture drague. Ils sont donc plus ou moins transportés dans des sortes de fausses images d'archives au grain un petit peu particulier. On voit également le contexte de l'Angleterre des années 80-90 avec l'épidémie de sida. Ça m'a d'ailleurs fait penser aussi à la série It's a Sin qui dépeint ces années-là. Hmm. Alors ça, il s'agit d'une nouvelle chanson qui a été écrite spécialement pour le film et qui, comme tu dis, explique l'émergence de la culture drague, voilà cette période-là et donc l'arrivée du sida, les discriminations, etc. Moi aussi, je trouve que c'est assez intéressant. Pour l'anecdote, dans les fausses archives, Loco Chanel jeune est joué par le créateur du rôle de Jamie, donc John McCrea, donc il y a un petit truc un peu méta. Et c'est un numéro qui remplace une chanson qui était dans la pièce qui s'appelait The Legend of Loco Chanel and the Blood Red Dress, et qui racontait la persona scénique de Hugo, c'est-à-dire il explique qui c'est Loco Chanel, qu'est-ce qu'il s'est inventé comme histoire pour son personnage de drague. Le numéro est pas mal, mais j'avoue que celui du film m'a plus touché. On a également, d'assez remarquable, un numéro qui s'intitule Work of Art, un numéro qui joue sur les couleurs en fait, parce qu'on a tout un passage où Jamie va être en couleur dans un univers en noir et blanc. Je
crois qu'au début, c'est comme ça et après ça se transforme dans un jeu sur, une image inversée, enfin en positif et en négatif, mais en noir et blanc. Je sais pas si c'est très clair, vous aurez qu'à regarder le numéro pour avoir une idée de ce dont je parle. En bref, il s'agit d'un trucage cinématographique assez, convaincant parce que ça, dynamise vraiment la séquence. Ça donne aussi un petit côté, Vogue, ça m'a fait penser un petit peu au clip de Madonna aussi et là encore ça rend plutôt, pas mal et enfin, on a le numéro Everybody's Talking About Jamie, un numéro qui voyage à l'intérieur des couloirs du lycée, en fait un numéro qui prend place, le lendemain de la première performance de Jamie en tant que drag queen et en fait cette chanson qui circule dans les couloirs du lycée, une chanson qui est post-langue, hein, donc chantée sous la forme d'un relais, ça symbolise bien évidemment la rumeur qui court et qui fait que littéralement tout le monde parle à propos de Jamie, et notamment dans le réfectoire du lycée, avec un numéro dansé qui n'est pas sans rappeler, enfin ça nous l'a rappelé à toutes les deux d'ailleurs, le numéro de High School Musical qui se déroulait pareillement dans la cafétéria. Oui, le numéro Stick to the Status Quo, effectivement, je m'étais fait exactement la même remarque. Je pense que c'est mon numéro préféré du film, j'adore, enfin je trouve ça hyper énergique, c'est une manière ludique de montrer cette histoire de rumeur qui se répand, les gens qui se disent des trucs et puis du coup ils... Oui, c'est ça, c'est complètement déformé au fur et à mesure que l'histoire se répand, enfin je trouve que c'est vraiment très bien mis en image cette histoire-là. Alors, quelques mots des personnages à présent. Alors moi, j'ai trouvé ces personnages relativement antipathiques, hein, pour bon nombre d'entre eux. À commencer par Jamie. Alors, je sais pas si c'est parce que c'est un ado et que je ne suis plus à l'âge où on peut compatir avec les problèmes des ados. Mais en tout cas, il m'a semblé extrêmement centré sur lui-même, très imbu de sa personne et totalement ingrat avec sa maman. Alors évidemment, je crois que j'ai pris ces notes pendant le film, donc je me doutais bien qu'il allait s'excuser à un moment donné, hein, et admettre que son comportement était tout à fait répréhensible, mais malgré tout, je trouve qu'il s'est mal comporté. Il ne voit pas du tout tous les efforts que sa maman, elle fait pour lui, il ne jure que par son père, qui est alors... là encore un personnage très unidimensionnel, hein, c'est un gros con et puis c'est tout. Il est pas là. Et pourtant, Jamie ne jure que par cette approbation paternelle. Donc moi, j'ai clairement envie de lui donner des baffes à Jamie. Alors moi je dirais que je suis un peu moins sévère que toi, justement parce que tu disais, c'est-à-dire que c'est ça l'évolution qui est montrée dans l'histoire, puisqu'il va devenir moins égoïste, il va apprendre à voir qui sont les gens qui comptent vraiment, donc évidemment sa mère, aussi sa meilleure amie. En fait, il y a un truc, je pense qu'ils ont voulu sortir, et je trouve ça salutaire, de l'histoire très classique de l'adolescent gay qui n'ose pas faire son coming out. Du coup, ils ont pris un personnage qui est déjà passé à l'étape suivante, qui sait qui il est, et qui simplement veut le faire accepter, mais du coup, ça donne parfois un côté un peu agaçant, et on voit pas trop sa vulnérabilité, même si, des fois, ils essaient d'un peu introduire le fait qu'il est vulnérable, tu sais, l'idée qu'il il se sent pas beau. Mm. Mais je trouve qu'on n'y croit pas trop, quoi, que c'est quand même, de manière générale, quand même plus son assurance, voire parfois son arrogance qui ressort. Ouais. Je suis complètement d'accord avec toi sur le fait que c'est assez chouette de pas être dans une histoire d'ado qui fait son coming out, de voir ce personnage de mère, justement, on va y venir, hein, dire quelques mots, hein, sur le personnage de la mère. Cette mère hyper supportive, hyper touchante, à aucun moment ce que veut faire son fils pose un problème. J'ai cru que ça Oui. allait poser un problème lorsque il dit qu'il veut aller en drague à la prom. Enfin, je me dis, ah oui, peut-être que du coup, elle accepte qu'il fasse du drag dans l'enceinte familiale, mais qu'est-ce qu'elle va en penser si il veut montrer ça en dehors. Et ça, c'est pas du tout un problème pour elle non plus, donc ça, c'est vraiment chouette. Bon, après, on tire un peu aux stéréotypes, hein. Ça m'a fait aussi penser un petit peu au personnage de Debbie dans la série Queer as Folk, la mère Oui. d'un des personnages principaux, voilà, qui est hyper supportive, genre over supportive de ce que fait son fils. Mais voilà, bon, moi, je trouve que ce personnage de la mère est très touchant et j'ai beaucoup été perturbée par cette scène où il lui reproche, donc où Jamie reproche à sa mère d'avoir couvert son père merdique pour ne pas lui faire de la peine, parce que du coup, elle envoie de la part de son père des fleurs pour la première performance de Jamie, elle envoie des cadeaux pour son anniversaire, alors que lui, ça fait plusieurs années qu'il a dit qu'il ne voulait plus rien avoir à faire avec son fils, quoi.
Et donc elle ne veut pas lui dire et lui, il lui reproche de lui avoir caché ça, alors que bon, c'était juste pour pas lui faire de la peine. Non mais what the fuck? Encore une fois, je vais lui donner des baffes à ce petit. Et en plus, juste après, elle chante une chanson d'amour inconditionnelle. Alors bon, c'est vraiment déchirant. Ouais, donc ça c'est le numéro He's My Boy, qui fait partie un peu des chansons un peu connues de la pièce. C'est une espèce de ballade qui est censée être déchirante, voilà, sur la relation de cette mère à son fils. Alors, je trouve dans le film ça fonctionne pas super bien, notamment parce qu'on reste pas sur la mère, puisque pendant qu'elle chante, on a une espèce de scène rajoutée de confrontation avec le père, donc on en revient encore au père, parce que Jamie se rend à un match de foot où son père est, et ça c'est pendant la chanson He's My Boy, ça m'a un peu perturbée. Dans la pièce évidemment, on restait avec elle, ce qui semble quand même plus logique. Mais ceci dit, je suis pas forcément fan de la chanson, même comme ça. Le côté mère dévouée qui ne vit que par son fils, j'avoue que bon, c'est pas trop ce qui m'intéresse comme thématique de chanson, on va dire. Dans la pièce, il y avait une autre chanson solo de la mère qui a été coupée donc dans le film, qui s'appelait If I Met Myself Again et qui est pas mal, où justement elle réfléchit à sa vie, qu'est-ce qu'il s'est passé dans son parcours pour qu'elle en soit là où elle en est, et si elle se rencontrait elle-même plus jeune, qu'est-ce qu'elle se dirait. Enfin, c'est pas mal, et du coup c'est pas centré spécialement, même si ça parle de son fils en partie, c'est pas spécialement centré sur sa relation avec son fils, et ça fait un peu de bien d'avoir ce portrait d'elle par elle-même, quoi. Oui, parce que c'est vrai que ça manque un peu pour donner un peu d'épaisseur au personnage, parce qu'on sait absolument pas d'où elle vient, ni même trop ce qu'elle a vécu avant d'avoir Jamie. Oui. Ah, il y a également le personnage de la prof. Alors d'ailleurs, je ne sais pas de quelle matière. Je vais supposer que c'est une prof d'anglais, mais à vrai dire, j'en sais absolument rien. En tout cas, c'est un, c'est un portrait de prof tout à fait anti-professionnel au possible. Déjà, elle ne se fait absolument pas respecter. Alors franchement, ça donne pas du tout envie d'enseigner en Angleterre, hein. Ils ont l'air absolument atroces, les élèves. Et en plus, elle les traite trop mal, mais absolument pas pour de bonnes raisons, en fait. Alors que, enfin, il y a des moments où elle devrait clairement les recadrer et elle dit rien. Et à part ça, elle les agresse sur des trucs totalement anecdotiques. Donc vraiment, je ne comprends pas. Oui, comme je disais tout à l'heure, il y a cette scène absolument improbable où elle défend donc le jeune homme qui harcèle Jamie et non pas Jamie. Donc c'est un peu étrange. En fait, le fait que cet antagoniste, parce que donc c'est elle la méchante de l'histoire, plus encore je trouve que le bully, Oui. euh, le fait que cet antagoniste soit pas du tout crédible, ça enlève vraiment beaucoup à la pièce parce que enfin, c'est tellement caricatural que qu'on n'y croit pas une seule seconde. Ouais, je suis assez d'accord, et en fait elle a vraiment une grande importance dans le film, et dans la pièce aussi. Elle est dans la première scène, et il y a un truc un peu démonstratif où elle dit aux élèves: alors qu'est-ce que vous voulez faire plus tard? Il faut avoir des envies réalistes, hein, pour la suite, hein. Il faut pas vouloir être star de cinéma, hein. Du coup voilà, direct on installe le truc que elle c'est la briseuse de rêves des gamins, et notamment de Jamie. Et ouais, je suis pas très fan du personnage non plus. Dans ce côté caricatural, ça m'a fait penser au personnage de la mère dans The Prom, qui était hyper sévère, tu sais, qui était un peu la chef du groupe des parents, là, et qui était conservatrice, et tout ça c'était montré de manière très appuyée. D'ailleurs, on l'a un peu dit tout à l'heure, hein, mais il y a aussi cet enjeu autour du bal de fin d'année, exactement comme dans The Prom, où le personnage ne peut pas s'y rendre à cause de son identité. Et on a quand même finalement une fin réconciliatrice qui ressemble beaucoup dans les deux films, hein, avec l'adulte intolérante, donc la prof dans Jamie, et la mère dans The Prom, qui finit par accepter que le protagoniste vienne au bal de promo, et à la fin tout le lycée qui finalement va soutenir le héros et danser tous ensemble à la fin. Ça m'a frappé à quel point c'est proche. Mm. Alors, il y a aussi le personnage de Pretty, donc la meilleure amie de Jamie, sa confidente, celle qui doit aussi répondre à toutes ses exigences, même si ça doit lui coûter de mettre en péril ses révisions pour son concours de maths, parce qu'évidemment, ce qui est important, c'est ses ambitions à lui. Et donc, je me suis demandé si, avec Dear Evan Hansen, il n'y avait pas une espèce de pattern de la jeune fille bonne élève racisée qui va jouer le faire-valoir de notre héros blanc dont on suit les pérégrinations. Je dis ça en fait parce que dans le cast que j'ai vu à Londres de Dear Evan Hansen, le personnage de Alana était joué par une jeune femme noire et j'ai l'impression qu'en fait c'est souvent le cas dans le cast de Dear Evan Hansen. Donc voilà, je sais pas, ça m'a fait penser à ce personnage de bonne camarade qu'on trouvait dans Dear Evan Hansen. Je crois que dans le film aussi, l'interprète est noire ou métisse.
Sur ce personnage de Pretty, je me suis dit quand même c'était assez rare de voir une jeune femme musulmane qui porte le voile dans une comédie musicale, donc voilà, sur cette question-là de représentation, je trouvais ça plutôt cool. Même si c'est vrai qu'elle fait un peu faire valoir du personnage de Jamie. D'ailleurs, ces deux chansons, qui sont Spotlight et It Means Beautiful, les deux sont là pour exprimer son soutien et son amour inconditionnel pour son meilleur ami. On n'explore pas, elle, vraiment son intériorité. Là encore, on ne sait pas du tout qui elle est. Elle a l'air d'avoir un père un petit peu strict. Enfin, j'imagine que c'est son père, parce que chaque fois il dit il veut pas que je fasse ci ou ça. Mais voilà, on ne sait pas du tout le reste. Bon, c'est quand même qu'elle veut devenir médecin. Oui. Et qu'elle veut poursuivre des études et qu'elle est très bonne élève, mais à part ça, pas grand-chose. Alors, le personnage donc qu'on a déjà mentionné, bien sûr, de Hugo / Loco Chanel, son nom de drague, moi je pense que c'est mon personnage préféré, je l'ai trouvé vraiment touchant, et je trouve que Richard E. Grant est un très très bon comédien. Et j'aime bien, en fait, de manière générale dans le film, le côté presque pédagogique qui va passer principalement par le personnage de Hugo, sur, en gros, c'est quoi les drag queens, quelle est l'histoire de cette pratique, d'où ça vient, quand ça a été créé, comment on est une drag queen, c'est-à-dire comment on crée son personnage, à quoi ça ressemble les numéros. Il y a toute la scène dans un club où Jamie fait son premier numéro en drag, etc. Je trouve que cet aspect-là est assez... c'est bien fait, quoi, pour introduire des ados à cette culture-là. Franchement, c'est un des aspects, je trouve, les plus intéressants. Oui, moi aussi j'ai beaucoup aimé ce personnage. C'était aussi un peu bon, même si on regrette peut-être de ne pas en savoir un peu plus, je trouve que c'est un des rares personnages qui a un petit peu d'épaisseur malgré tout, outre Jamie, encore une fois, dont on explore de manière approfondie les états d'âme. Donc j'ai trouvé ça assez agréable. J'ai trouvé aussi bien que ils le prennent pas immédiatement sous sa coupe en mode je vais te fabriquer ta drag queen, parce que je m'étais dit que ça pouvait être ça aussi, mais là voilà, il le laisse un peu trouver le personnage qu'il veut être. J'ai trouvé ça aussi intéressant, là encore, comme tu disais, sur la façon dont on crée un personnage de drag queen. Et d'ailleurs il ne lui donne pas sa robe de Loco Chanel, il lui fait payer la robe au prix fort. Oui, c'est vrai. C'est lui qui trouve le nom, quand même. C'est assez rigolo, ça. Parce que du coup, Jamie trouve pas son nom de drag queen. Et alors, du coup, ça montre encore son côté égocentré, parce qu'il lui dit, what is it about? Un truc comme ça, il répond about me. Et du coup, donc Hugo annonce Jamie en drague en disant qu'elle s'appelle Mimi Mi. Ça, c'est marrant. Alors, petit point sur des personnages un peu secondaires. On a Ray, qui est la meilleure amie de la mère. Un personnage que j'ai trouvé assez sympathique, voilà, une femme marrante et tout. Mais je trouve un peu bizarre qu'elle soit... elle est presque toujours là dans toutes les scènes de famille, y compris lors d'un rendez-vous avec le proviseur du lycée, genre la mère et Jamie vont voir le proviseur, et elle est là. Je me suis dit, à ce compte-là, autant faire un couple de femmes, non? Je sais pas, ça m'a perturbée. Oui, moi aussi ça m'a perturbée. Je me suis demandé justement si elles étaient ensemble à un moment, parce que c'était vraiment pas clair. Et là encore, je trouve que ça montre aussi à quel point les personnages ne sont pas du tout... c'est même pas... qui sont pas approfondis, c'est que j'ai l'impression qu'on n'a même pas les bases de la présentation du personnage. On sait pas trop qui elle est, quelle est vraiment sa relation avec la mère de Jamie. Est-ce que c'est genre des amis d'enfance? Est-ce que c'est juste la voisine? Enfin, je trouve qu'il y a plein de trucs où j'ai l'impression d'être passée à côté, parce qu'on m'a pas expliqué la base des relations entre les personnages et de qui était qui. Et là, le personnage, je l'ai trouvé relativement sympathique, mais j'étais tout à fait comme toi, je me demandais quand même ce qu'elle venait faire là, à toutes les scènes. Ouais, du coup, je me suis demandé si c'était pas, le côté inspiré d'une histoire vraie, ou peut-être la mère du vrai Jamie, elle a une meilleure copine et qui est très proche, et du coup, ils ont voulu le mettre. Mais c'est vrai qu'au sein du film, et aussi de la pièce d'ailleurs, sa place est difficile à trouver, je trouve. Est-ce que tu sais si elle a dans la pièce des chansons qu'elle n'aurait pas dans le film, et donc qui expliqueraient un petit peu davantage d'où elle vient, qui elle est? Alors, je vais pas dire de bêtises, mais il me semble pas. Ok, bon. Donc c'est pas la faute du film, en vrai. C'est ça. Ils auraient pu rajouter une chanson, merde. Tout à fait. Et autre personnage qui n'a pas de chanson, bon, je sais pas si on veut donner des chansons aux personnages de harceleurs, mais pourquoi pas, hein, je sais pas. C'est donc le fameux bully du lycée qui s'appelle Dean.
Alors c'est un truc assez banal, on a vraiment dans tous les codes du teen movie, donc il doit forcément y avoir un méchant bully qui aime pas les homos et qui veut pas que Jamie vienne faire sa folle au bal de promo, enfin bref. Mais j'ai quand même bien aimé la fin où lui et Jamie se réconcilient. Bizarrement, ça fonctionne pas trop mal. Peut-être parce que c'est assez bien joué, je trouve que le jeune comédien qui fait le bully est bien. Donc ça a fini par me toucher un peu. Moi, ce qui m'a un peu perturbée, par contre, et là, je vais être vraiment horrible et discriminante, c'est que j'ai l'impression que, du coup, dans l'intrigue, il est censé être le mâle alpha, le meneur de bande et tout ça. Et je trouvais que le comédien, qui par ailleurs était en effet plutôt bien, n'avait pas du tout le physique qui correspondait au rôle. Et lorsque Jamie dit oui, toi, t'es fit, enfin, genre, t'es baraqué, t'es handsome et tout ça, on n'est pas du tout dans un personnage de, on va dire, typiquement de quarterback, enfin voilà, d'adéquation classique avec les canons de la beauté masculine. Eh bien, je trouve que ça nuit à la compréhension et à la caractérisation des personnages. Quitte à être dans les archétypes, j'aimerais au moins que les archétypes soient un peu plus respectés parce que, voilà. C'est pas faux, c'est vrai qu'en fait il aurait presque pu jouer un personnage de geek dans un teen movie normal, enfin c'est vrai. Oui, c'est ça. Et bon, encore une fois, loin de nous l'idée de ne pas vouloir accepter des acteurs au physique plus différents, ou en tout cas qui challenge un peu plus, comme on dit, les normes standards de la beauté, hein. C'est pas du tout la question. Mais c'est que là, on est dans un truc d'archétype, et du coup, on est censé comprendre que que cet acteur incarne un certain type d'homme et un archétype du teen movie, mais du coup, je trouve que ça fonctionne pas. Voilà. Et je me suis demandé si on était censé comprendre que peut-être il se posait des questions sur sa sexualité. Qu'est-ce que t'en penses? Je sais pas, j'y ai pensé aussi. Moi, j'ai pensé à la fois, en fait, on va dire dans les grands personnages de harceleurs que je connais au cinéma. J'ai pensé d'un côté à Karofsky dans Glee, Ouais. où on est aussi d'ailleurs dans un mec qui fait partie des Jocks, enfin qui fait partie de l'équipe de football américain, mais qui pour le coup ne correspond pas du tout aux archétypes de la beauté classique. J'ai pensé à lui, et j'ai pensé aussi au personnage de violeur dans 13 Reasons Why, parce que là, pareil, on a deux types, enfin, c'est des agresseurs, mais qui sont aussi meneurs de bande, et lui, je crois qu'il y a un côté aussi où il se pose un peu des questions sur sa sexualité. Donc ouais, peut-être qu'on est censé comprendre ça. Je pense, ouais. D'où la scène finale avec Jamie. Moi j'ai pensé aussi à Adam dans Sex Education, donc oui. le harceleur qui finit par se révéler en fait être homosexuel et qui sort avec Eric dans la saison 3. Bon, je spoil légèrement, mais ça on le sait déjà, même dans la saison 2. Sur ce personnage de Dean dans Jamie, on reste ambivalent, on va dire. Et d'ailleurs, comme tu as mentionné Sex Education, moi je voulais dire aussi que Jamie, par certains moments, il me faisait un peu penser à Eric de Sex Education, et notamment dans les aspects un peu horripilants qu'il a. Je sais pas si... Ouais, mais Eric, il est moins imbu de lui-même, quand même. Oui. Eric, il s'intéresse à ce que Otis vit, son meilleur ami et tout, il écoute. J'ai pas encore vu la saison 3, mais je trouvais qu'il y a un passage dans la saison 2 où il virait aussi un petit peu... je sais pas. Un petit peu. Vous nous donnerez votre avis sur Sex Education, mais surtout sur Everybody's Talking About Jamie. On espère que vous l'avez vu et que vous pourrez échanger avec nous sur ce film. Eh bien, merci de votre écoute. Je pose cet épisode totalement décousu, enfin en tout cas en ce qui me concerne. Et on vous dit à très bientôt pour un nouvel épisode de All That Jazz. Et on vous dit aussi à très bientôt pour une nouvelle séance du All That Jazz Cinéma Club. La prochaine séance prévue aura lieu donc le 14 novembre, toujours à 17h, toujours à l'Archipel, avec un film qu'on ne vous dévoile pas encore parce qu'on n'est pas sûr du film. Voilà. C'est ça. On vous l'annoncera dès qu'on sait. Eh bien, encore une fois, merci et à très bientôt pour un nouvel épisode de All That Jazz. À bientôt.